La primaire des Républicains sur la rampe de lancement. Le Grand Old Party désignera son héros en juillet 2024. Mais d'ici là, chacun des candidats à la candidature va tenter d'exister, en particulier les challengers de l'ancien président Donald Trump qui, pour l'instant, domine largement les sondages malgré sa triple mise en examen, dont une pour complot contre les États-Unis. Va-t-on inéluctablement vers un nouveau duel Biden-Trump? Et Donald Trump pourrait-il être élu président en prison? Pour en discuter, j'ai invité ce midi Vanessa Biart-Schaeffer, vice-présidente des Republicans Overseas. Bonjour. Bonjour. Et depuis Collioure. Pardon? Bonjour depuis Collioure dans le sud. Ah, lucky you. Et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université d'Assas et docteur en civilisation américaine. Bonjour Jean-Éric. Bonjour. La semaine prochaine, donc, le premier débat de la primaire républicaine. Ça donnera le véritable coup d'envoi de la course à la Maison-Blanche. Combien de participants sont prévus à date, Jean-Éric? 7 sont prévus, puisque Donald Trump est un challenger qui a pris la plupart des voix et que ça empêche les autres de pouvoir atteindre les niveaux de qualification qui sont pas très compliqués, mais il faut avoir quand même 40 000 électeurs sur l'ensemble de 20 États et puis un certain nombre de donateurs. Mais Donald Trump avale tout, donc ils sont cette fois-ci, sont certainement moins au débat suivant. Et puis on dit cela, mais Donald Trump ne sera peut-être pas sur place puisqu'il dit qu'il réserve encore sa réponse et qu'il n'a pas vraiment besoin de débattre avec des gens qui ne sont pas de son niveau. Ça veut dire qu'il serait 6 autour de la table pour débattre. Voilà, c'est exactement ça. Vanessa Biart-Schaeffer, pour l'instant, c'est effectivement Donald Trump qui survole ces sondages, malgré les affaires judiciaires ou grâce aux affaires judiciaires? Alors, ni l'un ni l'autre. Je pense que Trump bénéficie déjà d'une notoriété, d'un socle électoral qui est convaincu que c'est leur bon candidat et leur président. Il a déjà été président, ce qui aide dans ce cas-là. Deuxièmement, ça permet à Trump de rebondir et d'être toujours dans l'actualité. Et troisièmement, le problème, c'est que la manière dont ces procédures sont lancées montre qu'elles sont tout à fait partisanes. Notamment dernièrement les liens entre le procureur John Jack Smith, qui a des liens très prégnants avec l'establishment démocrate à Washington. Donc en définitive, pour l'instant, pour la continuité de sa campagne qu'il a commencé très tôt d'ailleurs, et je pense à bon escient pour lui, ça l'aide plutôt que ça le dessert. C'est comme si on nourrissait le communicant Trump et le marketeur Trump. Si on voulait ne pas l'aider dans sa campagne, on s'y prendrait pas autrement. Début août, Donald Trump avait envoyé un mail de campagne intitulé 561 années en prison. Et le 4 août, après avoir plaidé non coupable, il a utilisé 3 fois le mot de persécution en 45 secondes de réaction devant la presse. Jean-Éric Brana, est-il possible qu'il y ait une sorte d'acharnement judiciaire? Le calendrier interroge en tout cas. Mais écoutez, vous avez raison de vous interroger. Il faut toujours s'interroger sur tout et les arguments de Vanessa Biart-Schaeffer sont bons. J'aurais repris les mêmes à une exception près, à savoir qu'effectivement, on vient de nourrir le communicant Trump. Il est sous les feux de la rampe et ce n'est pas les affaires judiciaires qui le mettent en avant, mais ce sont les médias qui parlent de lui et qui font qu'on ne parle que de ces affaires judiciaires. Vous voyez, on a retourné un petit peu les choses. Donc je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord. Là où on l'est moins, c'est sur sa conclusion politique, qu'il y aurait une organisation partisane qui en voudrait à Donald Trump. C'est remettre en cause l'état de droit et l'état de la justice dans le pays. C'est dommage pour le pays du droit et de l'ordre tel que se revendique le Parti républicain depuis des décennies et des décennies, mais je lui laisse la responsabilité de ses propos. C'est le problème en tout cas aujourd'hui. Il y a des affaires judiciaires, qui vont occuper le terrain et qui vont mettre sous l'entonnoir l'ensemble dossier. C'est fort dommage parce que le pays a besoin d'un débat et ce que demandent les électeurs aujourd'hui, c'est justement qu'on s'occupe d'eux. Ils demandent qu'il y ait du changement et ce changement ne viendra pas puisque les 2 candidats qui sont en lice sont très vieux. Ils vont se bagarrer comme des chiffonniers autour de ces affaires judiciaires. Oui, en novembre 2024, au moment de l'élection, Trump aura 78 ans, Joe Biden 82 ans. L'âge ne semble pas être un problème pour les Américains, Vanessa Biart-Schaeffer?
Alors, moi, je vais vous donner, à mon avis, mon analyse à titre personnel. Je pense que les démocrates ne se préparent pas à avoir Biden comme candidat in fine. D'ailleurs, les scandales autour du fils Biden qui sont en train d'être extrêmement médiatisés, notamment par Tucker Carlson et d'autres intervenants et journalistes américains, va aider dans ce sens. Je pense que se prépare la candidature de Michelle Obama. Donc, en définitive, l'hallali contre Trump comme contre Biden va servir un troisième plan qui est celui d'une partie, une grosse partie du Parti démocrate et va priver en fait le peuple américain démocrate ou républicain d'un vrai débat. Personnellement, j'aimerais avoir en face comme challenger un Robert Kennedy et un Trump ou un DeSantis qui effectivement est une génération plus jeune. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un passage de relais entre Trump et DeSantis pour des idées politiques communes, mais un changement de génération. Il est né, je crois, en 75, et il a démontré en Floride qu'il savait faire du renouveau, mais en fait des candidats qui nous permettent d'avoir un vrai débat de société, et notamment sur les finances et la liberté qui est en train d'être mise à mal sur plein de plans, et notamment financier avec l'arrivée de systèmes monétaires tout à fait nouveaux. Donc, nous n'allons pas avoir, à mon avis, un Trump, un DeSantis et en face. Alors, pourquoi je dis DeSantis? Parce que c'est le deuxième candidat qui arrive en termes d'autorité. Oui, on reviendra sur son cas dans un instant. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas avoir Trump ou DeSantis et en face Kennedy. On va avoir Trump, Michelle Obama, et tout va se dérouler entre amour, gloire et beauté version Michelle Obama et les poursuites judiciaires contre Trump pour le dégager in fine pour permettre l'élection de Michelle Obama. C'est un petit peu le scénario, peut-être science-fiction à l'heure actuelle, mais c'est la projection que je fais pour les mois à venir. Jean-Éric Brana, que vous inspire ce scénario que dessine Vanessa Biart-Schaeffer? Il n'y a rien de sérieux. D'abord, Barack Obama avait dit lui-même, il y a trois choses de sûres, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, et Michelle Obama ne sera jamais président des États-Unis. Bon, son mari la connaît quand même assez bien, ils ont autre chose à vivre. Maintenant, on peut effectivement mettre tous les scénarios sur la table. Vous savez, Britney Spears peut être, ou Taylor Swift peut être président des États-Unis, on peut avancer ce qu'on veut. Bien sûr que non, pour être président des États-Unis, pour être candidat à la présidence, il faut être un politicien, une politicienne, il faut avoir des réseaux, il faut avoir des soutiens, il faut avoir des donateurs, il faut avoir une campagne derrière qui se mette en avant, et déjà c'est presque trop tard pour rentrer en campagne, même si on a effectivement à droite à gauche des gens qui disent qu'ils pourront encore se lancer, d'ailleurs plus à droite qu'à gauche, puisque sur la droite, Youngkin, qui est le gouverneur de Virginie, se prépare, il est sur les starting blocks et il attend juste les élections législatives pour savoir s'il peut se lancer en gagnant la Virginie ou pas, et de l'autre côté, là où on pourrait se poser des questions, c'est est-ce que Joe Biden va aller jusqu'au bout? Et c'est vrai que les affaires dont nous parlions dans la question précédente sont suffisamment problématiques et suffisamment plombantes pour qu'on se dise qu'au bout d'un moment, ça pourrait être plus avantageux pour lui de passer la main. Mais s'il passe la main, pardon, mais c'est pas Michelle Obama qui passe devant. C'est Kamala Harris qui prend le manche. Évidemment, c'est Kamala Harris qui est vice-présidente et qui a les réseaux pour cela, les donateurs et le soutien, puisque actuellement au sein du Parti démocrate, avec un ensemble de candidats donnés, elle est à 48% d'intention de vote en primaire, et en 1 à 1, comme on dit, elle crève le plafond. Donc bien évidemment, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Il n'y a pas de plan B qui serait amour, gloire et beauté, comme croit la représentante du Parti républicain en France. Alors revenons à cette primaire républicaine. Le plus sérieux challenger, on le disait, de Donald Trump, c'est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, mais il est loin derrière dans les sondages. Il faut dire, Vanessa Biart-Schaeffer, qu'il a plutôt raté son début de campagne. Oui, c'est dommage, parce qu'en fait, je pense que c'est un homme qui, au niveau politique, a les épaules nécessaires pour être un bon candidat, mais qui a raté son départ au niveau de la communication. Bon, c'est sa première campagne électorale pour être candidat au présidentiel, mais c'était, avant ces primaires, c'était la génération montante qui pourrait effectivement se substituer à Trump. Mais comment se substituer à Trump? C'est-à-dire que si les dos argentés, comme je les appelle, hein, c'est-à-dire dépassés 70 ans et qui sont à des postes de pouvoir, ne font pas le relais eux-mêmes, il n'y a que la mort du père qui le permet. Donc ça peut être, à mon avis, qu'un
un substitut de Trump au cas où Trump n'irait pas jusqu'au bout ou au cas où il n'est pas effectivement nommé à la primaire, à l'issue de la primaire républicaine. J'aimerais quand même rectifier un petit mot de M. Brana. Le Parti démocrate a quand même changé considérablement sa méthode et les lieux notamment géographiques pour ses propres primaires. Et je me réfère à un documentaliste qui s'appelle Joël Gilbert, qui a fait notamment un documentaire sur Michelle Obama et qui démontre que Michelle Obama est une vraie femme politique. Son père était en politique et elle n'est pas du tout issue des classes moyennes noires américaines. Elle a derrière elle un background qui lui permet d'être une candidate tout à fait valable. Et d'ailleurs, je ne la sous-estimerais pas du tout si c'était le cas. Mais prenons les paris et nous verrons dans 6 mois. Alors non, mais on ne prend pas de paris, excusez-moi, on ne prend pas de paris et si on veut me rectifier, on me rectifie sur ce que je dis. Je n'ai rien dit sur Barack Obama, certainement pas sur ses compétences. Donc la rectification n'a pas lieu d'être. Je suis en train de vous dire que vous êtes dans l'imagination la plus totale. Voilà, maintenant je passe à la question. Ne me manquez pas de respect. Contrairement à vous, je suis américaine, je suis membre du Parti républicain et je n'ai pas l'habitude de jeter l'opprobre sur mes adversaires politiques ou sur les gens qui me contredisent. Vous dites que vous me rectifiez, pardon, non, mais vous dites que vous me rectifiez. Non, alors laissez-moi terminer ma phrase, madame. Laissez-moi terminer ma phrase. Vous dites que vous me rectifiez sur des propos que je n'ai pas tenus. Donc, vous manquez de respect et vous êtes dans un procédé déloyal. Vous avez dit qu'elle ne pourrait pas être candidate ou même présidente, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas dit qu'elle était les classes moyennes ou pas, tout ce que vous avez raconté qui était sorti de votre imagination. C'est pas méchant d'être issu des classes moyennes supérieures aux États-Unis, c'est tout. Je ne l'ai pas dit. Jean-Éric, Vanessa, revenons s'il vous plaît à des choses factuelles. Revenons à des choses factuelles pour nos auditeurs. Comment s'organise la primaire républicaine? Qui vote au final pour le candidat du parti? La convention aura lieu en juillet 2024. Quel est le processus électoral aux États-Unis? Alors, le processus électoral, c'est-à-dire que dans chaque État, vous faites un choix de délégués qui, au final, choisiront le candidat qui représentera le Parti républicain. C'est un long processus qui se fait État par État, avec plusieurs étapes, notamment des débats qui vont avoir lieu le prochain au mois d'août, le 23 août. Donc, effectivement, les candidats qui peuvent se présenter à ce débat doivent être qualifiés, doivent avoir un certain nombre d'électeurs dans les sondages. Il doit y avoir 3 sondages. Il doit déjà avoir des donneurs qui ont promis de faire des donations financières pour leur campagne. Et à chaque débat, le niveau de qualification augmente jusqu'au vote final qui se fait État par État. Et normalement, l'année prochaine, in fine, les délégués se réunissent et votent pour le candidat final. C'est un peu à l'image du processus de l'élection américaine au mois de novembre pour les présidentielles. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est long, fastidieux, très technique. C'est très intéressant pour nos auditeurs effectivement de comprendre le processus. Restez avec nous. Dans un instant, on va poursuivre cet échange et on se posera notamment la question: Donald Trump peut-il être élu président des États-Unis en prison? À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. La primaire des Républicains sur la rampe de lancement aux États-Unis. Le premier débat aura lieu la semaine prochaine. Et pour en discuter ce midi, nous sommes avec Vanessa Biard-Shepherd, vice-présidente des Republicans Overseas, et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université d'Assas et docteur en civilisation américaine. Juste avant la pause, Vanessa Biard-Shepherd, vous nous expliquiez le processus électoral de cette primaire. Les votes dans les différents États vont débuter en janvier et il se trouve que le procureur spécial a proposé vendredi que le procès de Donald Trump pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020 débute précisément en janvier. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la primaire, Vanessa Biard-Shepherd? Je crois que ça a un impact, en fait, pas seulement sur la primaire, mais en général pour les Américains. C'est-à-dire que ça polarise extrêmement la vie politique américaine. Ça intensifie les rages, les colères qu'il peut avoir. Et donc, en définitive, je me pose la question de savoir qui a envie de diviser le peuple américain à ce stade-là. Ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand les gens ne peuvent plus se parler et que la violence est la seule voie de communication, et qu'on continue encore de s'acharner contre Trump, au lieu de trouver un candidat qui puisse lui faire face, je trouve ça extrêmement dangereux. Jean-Éric Brana, quel impact aurait ce procès s'il devait débuter au mois de janvier, comme le demande le procureur spécial?
Aucun, parce qu'on parle de primaire. On s'adresse donc chacun à son camp, c'est-à-dire que les candidats républicains vont s'adresser au camp républicain, les démocrates au camp démocrate. En réalité, le dernier sondage Times Siena de la semaine dernière indique que 89% des républicains pensent que Donald Trump n'a rien fait de mal, ce qui veut dire que même s'il y a un procès qu'il commence et tant qu'il n'aura pas été jugé coupable, la plupart de ces républicains, ces électeurs, vont considérer que Donald Trump est victime d'une cabale. C'est d'ailleurs un petit peu ce que nous expliquait Vanessa Bierscheffer tout à l'heure, en expliquant que c'était manigancé pour des fins politiques, et c'est exactement l'image qu'ont les républicains de cette affaire judiciaire. Donc quand ils vont aller voter dans l'Iowa, dans le New Hampshire, en Caroline, dans le Nevada, qui sont les 4 premières primaires pour les républicains, eh bien ils vont déposer leur bulletin de vote, ou ils vont participer au caucus en étant absolument persuadés que Donald Trump est une victime, et ça ne va pas changer leur vote pour ou contre Donald Trump. Donc, dans le premier temps, aucun changement. Là où c'est plus compliqué, c'est à partir du 5 mars, puisque 5 mars, nous avons un Super Tuesday, c'est-à-dire plusieurs États qui votent le même jour, et en même temps, si on regarde entre le 2 janvier et le 5 mars, on devrait avoir le premier procès, si jamais la date du 2 janvier était effectivement retenue, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, précisons-le quand même, puisque la juge n'a pas fixé la date du procès. Si ça devait être fait, si les 6 semaines s'étaient écoulées comme on le prévoit et qu'on avait une culpabilité pour Donald Trump, à ce moment-là, l'impact serait possible, puisqu'on serait sur des États très républicains, très rouges, comme l'on dit aux États-Unis, et d'autres qui le sont un petit peu moins. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Donald Trump pourrait faire les frais d'une candidature, mais je dis pourrait, et en même temps je n'y crois pas du tout, parce que je crois que cette poursuite de non-culpabilité dans la tête des républicains se ferait jusqu'à la fin de la primaire. Alors précisons que c'est dans 2 semaines qu'on connaîtra officiellement la date de ce procès. Oui. Pour l'instant, c'est le procureur spécial qui demande que ça démarre au mois de janvier, mais allons plus loin, Jean-Éric Brana, s'il y avait culpabilité, que risque déjà Donald Trump précisément pour cette affaire de complot contre les États-Unis? Et Donald Trump peut-il être élu président des États-Unis en prison? D'ailleurs, n'importe qui, peut-on être élu président des États-Unis en étant en prison? Alors, il risque très gros. Il risque très gros parce que quand on est poursuivi au fédéral, on risque toujours très gros. Et Donald Trump, dans les charges qui sont en face de lui, ne voit pas de différence par rapport à un autre justiciable. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, puisque si jamais il était reconnu coupable, bien sûr, il va faire appel. Et il y a de nombreuses formes d'appel qu'il a déjà laissé entendre, d'ailleurs, ne serait-ce que sur la légitimité du juge, du procureur, voire même du jury. Il faut comprendre que dans une période électorale, il va falloir trouver un jury qui n'est pas au courant de qui est Donald Trump et qui n'a pas d'a priori sur Donald Trump. Or, vous entendez avec notre débat que, bien sûr, toute l'Amérique est au courant et a un avis assez tranché sur Donald Trump. Je citais un sondage tout à l'heure. Il est très intéressant parce que dans chaque sondage, on dit, quand on interroge un candidat, le connaissez-vous ou ne le connaissez-vous pas? Quel est le taux de connaissance de ce candidat? Pour Donald Trump, il y a 0 inconnu. Ça n'arrive jamais. Alors, en réalité, tout le monde connaît Donald Trump. Même pour Joe Biden, vous allez avoir des gens qui vont dire je ne sais pas qui il est, mais pas pour Donald Trump. Donc on a un vrai problème sur le jury. On n'en parle pas encore, c'est pas encore soulevé comme un problème important. Ça l'est pourtant, ça l'est parce que le 5e amendement prévoit que chacun... Le 5e amendement prévoit que chacun a le droit à un jury de façon non biaisée et ce qui est important, c'est d'abord de préserver les droits de l'accusé, bien sûr, donc de le présumer innocent jusqu'à ce qu'il soit rendu coupable, éventuellement par un grand jury. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Le débat aura donc lieu, le premier débat aura donc lieu le 23 août, la semaine prochaine. Ils seront 7 ou 6 si Donald Trump décide finalement de ne pas y participer. Ce qu'on note, c'est qu'aucun des candidats ne s'oppose très frontalement à Donald Trump. La stratégie semble complexe de se démarquer sans véritablement s'opposer. Vanessa Bierscheffer, qu'est-ce qui distingue notamment Donald Trump et son principal challenger, Ron DeSantis? On dit parfois que DeSantis, c'est un Trump avec filtre. Écoutez, Trump, c'est un charisme, c'est une carrière et c'est un formidable communicant. C'est une machine de guerre. N'importe quel candidat en face aura du mal à se battre contre lui.
Donc, même si vous avez les meilleures qualités du monde, même si vous êtes soutenu, on est dans une situation qui est impossible pour un candidat challenger. La seule façon pour un candidat challenger d'y arriver, c'est si Trump est dégagé par une voie judiciaire ou autre. D'ailleurs, je vais me permettre de commenter sur les propos de Jean-Éric Brana. Il faut s'interroger quand même sur l'atmosphère à l'heure actuelle. Quand ce n'est pas l'opinion d'une républicaine, c'est l'opinion, par exemple, de Glenn Greenwald, qui est un très grand communicant et analyste politique, qui n'est pas vraiment républicain et qui parle de république bananière quand l'instrumentalisation du ministère de la Justice est à ce point politisée. Regardez qui est le procureur qui poursuit actuellement Trump et quelles sont ses accointances, notamment avec le Parti démocrate. Donc, pour l'instant, à mon avis, c'est bloqué. Trump va faire sa campagne. J'espère simplement que nous n'allons pas assister à des mouvements, excusez-moi, qui pourraient être plus violents, parce que quand les gens sont frustrés, qui n'ont pas leur candidat, et surtout quand il n'y a pas de débat. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de débat de fond. Il faut parler de la monnaie, il faut parler de la finance, il faut parler de ce qui se passe à l'international. Pour l'instant, aucun candidat n'en parle réellement. C'est des sujets qui sont totalement évacués. Et c'est ça le risque, c'est d'être privé d'un vrai débat et de parler de choses très superficielles, les procédures Trump ou les procédures Biden ou les minorités ou le sexe des anges. Donc, j'espère qu'on aura un vrai débat et si Trump va jusqu'au bout, il ira. Et le seul moyen pour un challenger de gagner, c'est qu'il soit évacué d'une manière ou d'une autre. Jean-Éric Brana, vous craignez qu'on puisse voir des débordements et que de l'huile soit jetée sur le feu dans les semaines et les mois qui viennent ? Alors, si vous voulez le fond de ma pensée, je crains que ça n'arrive au moment de l'élection. Parce que soit Trump gagne et ce sera effectivement très compliqué, soit Trump perd et ce sera tout à fait compliqué aussi. En réalité, le fait que cet homme se soit maintenu en dehors de toute réalité a créé un climat totalement dingue dans ce pays. Aujourd'hui, on est avec des candidats au Parti républicain qui ne peuvent pas émerger, qui ne peuvent pas, comme vient de le dire Vanessa Burchifer, parler de leur programme parce que Donald Trump phagocyte complètement ce débat et le tue. C'est vraiment très compliqué. Si on pouvait parler débat, effectivement, je vous dirais que Biden l'emporterait sans aucun problème. Lui qui a fait un programme d'infrastructure à 3 000 milliards de dollars qui transforme aujourd'hui l'Amérique à tel point que la plupart des élus républicains revendiquent ces constructions dans leur État et que Joe Biden a été obligé de mettre des panneaux en expliquant que c'était le gouvernement américain qui faisait ces travaux. Lui qui a réussi à faire passer 351 lois de façon bipartisane. Pas une loi sous Donald Trump n'a été votée de façon bipartisane. C'est très important. Lui qui essaie de répandre la démocratie dans le monde, qui a ramené avec son plan climatique l'investissement sur les États-Unis, lui qui a remis par exemple des parcs nationaux comme la semaine dernière, là où Donald Trump les détruisait et mettait à la place des forages. On pourrait continuer ainsi, et particulièrement sur les finances qui intéressent les républicains, un chômage qui est aujourd'hui à 3,5, une inflation qui est à 3,2. C'est effectivement un bilan qui est assez extraordinaire, dont on ne parle pas, parce qu'on ne parle que d'affaires judiciaires. Et c'est bien cela qui pose problème dans ce pays, qui a oublié la logique et le pragmatisme qui en faisaient la beauté, le calme aussi. On se souvient que Donald Trump a été élu en 2016, qu'il a fait son investiture le 20 janvier 2016 et que son premier discours a été de dire « Je ne tends pas la main aux démocrates parce que quand ils auront compris, ils rejoindront mon camp ». Et c'était une rupture historique avec ce qui s'était fait, non pas avec non pas avec deux, mais avec tous les présidents précédents, les 44 autres qui avaient systématiquement tendu la main à l'autre camp parce qu'on aimait cette Amérique qui savait se réunir une fois que l'élection était passée en disant « Bon, on a notre commandant en chef, maintenant on se remet au boulot ». Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange ce midi sur Sud Radio. Donc le premier débat de la primaire des Républicains le 23 août, ce sera à Milwaukee dans le Wisconsin. Ce sera à suivre sur Fox News, évidemment. Merci à tous les deux.